as dans tes stages beaucoup de personnes qui se disent spirituelles. Oui, oui. Est-ce que c'est la même définition que celle que tu as? Loin. C'est quoi la différence? Il y a plusieurs choses là-dedans. C'est que les gens que j'ai en stage ne sont que mon reflet. Donc le reflet que j'ai du Franck à connaître, que pour le moment je refuse de connaître, puisque c'est bien eux que j'ai en stage, sont des versions de Franck qui veulent utiliser la spiritualité à des fins de pouvoir et de succès. Et qui donc utilisent la spiritualité comme un moyen d'être une bonne personne lorsque les pistes matérielles ont été échouées. J'ai pas réussi à devenir une bonne personne en devenant un célèbre youtubeur. J'ai pas réussi à devenir une bonne personne en accumulant beaucoup de pouvoir, en accumulant beaucoup de réussite, en accumulant beaucoup d'argent. Alors je vais être une bonne personne en ayant des idées plus profondes que les autres, en étant plus ouvert que les autres, en ayant une conscience entre guillemets éveillée. Donc il ne s'agit, moi ce que je suis en train d'observer chez eux, que de ce retour-là me concernant. Maintenant, j'ai un outil qui me permet d'aller me placer depuis leur regard, c'est-à-dire d'aller me mettre dans leurs yeux pour regarder comment eux vivent ce truc-là. Et la plupart du temps, cette spiritualité, elle est vécue comme une posture inconsciemment suppliante, une espèce de posture, oui, c'est ça, suppliante, de je fais tout ce qu'il faut, je fais partie des bonnes personnes, remercie-moi Dieu. En ne m'envoyant plus de mort, éradique la mort de mon monde, éradique la souffrance de mon monde, donne-moi des cadeaux qui me prouvent que tu me récompenses. Donc on est dans une posture presque de l'ordre de la pénitence, ou tout au moins de la bonne ouaille. Oui, en écoutant les masterclass, je perçois quand même beaucoup de souffrance. Oui, oui. Oui, mais elle participe de ça. La souffrance est recherchée. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable trésor. C'est de l'or pour ces personnes, la souffrance. Est-ce que ça justifie des choses? Alors effectivement, il y a le bénéfice secondaire, c'est-à-dire ça justifie tout ce qu'on ne va pas faire pour soi et pour se mettre dans une disposition agréable pour soi, de contact avec soi ou de légèreté. Il y a effectivement le bénéfice secondaire, mais c'est de l'or parce que c'est un moyen incroyable de récolte d'énergie. Et en fait, c'est ça, notre fonction, notre activité principale, c'est la récolte d'énergie. Pour ça, être une victime ou un héros, c'est les deux postures les plus efficaces pour récolter. Donc, ce que je vois à travers ça, si tu veux, c'est des gens qui cherchent inconsciemment la souffrance afin d'avoir quelque chose à vendre en soirée. Et c'est terrible, terrible de voir ça. Là, je voyais une femme au stage où je travaillais la semaine dernière. Cette femme-là, elle me dit qu'elle a été maltraitée par son père. Et tellement maltraitée par son père qu'elle a fini par, quelque part, en faire son métier. Ça fait 30 ans qu'elle est éducatrice et que tous les jours, elle reçoit des gamins ou des gens, d'ailleurs, qui ne sont plus des gamins dans son bureau, et où elle doit leur expliquer qu'ils ont été maltraités, qu'ils ont été victimes, et que donc il faut qu'ils trouvent des solutions. Métier que je trouve splendide. D'abord, expliquer aux gens qui ne le savent pas qu'ils ont été victimes, c'est important pour qu'ils puissent savoir ce qui est en train de se produire chez eux et comment commencer de poser les jalons de la sortie de cette vision-là. Super. Le problème, en fait, c'est que quand moi je branche dans son énergie, j'ai une toute autre histoire. Je n'ai pas du tout de maltraitance. Pas la moindre maltraitance. C'est-à-dire que j'arrive dedans et je dis, je comprends pas ce que tu me dis parce que ton énergie ne me dit pas ça. Et je comprends pas ce que tu dis de ton père quand tu avais 4 ans, quand tu dis qu'il a commencé de te maltraiter. Elle me dit, avant il était absent
Et puis, en fait, il m'a kidnappé quand j'avais 4 ans, et il m'a arraché à ma mère. Et moi, j'ai toujours pas cette version-là. C'est vraiment pas ce que je capte. Ça n'est pas la sensation que j'ai. J'arrive pas à rejoindre son truc. Après, je suis prêt à respecter sa vision. Et je lui dis, mais moi, en fait, j'ai un autre angle de vue sur tout ça. Est-ce que tu veux bien m'aider à préciser et à me dire pourquoi je ressens ça? Parce que moi, j'ai l'impression que, au contraire, ton père, lui, se ressent le héros de la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, kidnappé? Bah, elle me dit, bah, en fait, ma mère, elle est devenue folle et mon père, il est venu me rechercher. Et je lui dis, c'est ça, en fait, le kidnapping? Elle m'a dit, bah oui, il est venu et il m'a arraché à elle. Mais je lui dis, tu sais, en fait, que dans la version de ton père, ta maman qui a été internée, c'était soit la DAS, soit lui, et en fait, il est venu faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire protéger sa fille. C'était évident, tu vois, à regarder. Vraiment évident à regarder. Et elle me dit, oui, oui, c'est ça qu'il a fait. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est ça qu'il a fait. Alors je voyais bien, tu vois, que ça commençait de déranger son existence. 30 ans qu'elle s'est construite sur mon père est un salaud qui m'a maltraité. En fait, le père s'était fait virer comme un malpropre par sa maman qui avait de l'eau dans le casque, manifestement. Puis ça a continué de s'aggraver pour maman qui a fini par devoir être internée. Et puis elle, en fait, qui n'avait pas été abandonnée par son père, mais qui lui s'était fait virer comme un malpropre, bah lui, il a récupéré la gamine, puis il s'en est occupé. Puis en plus, c'est assez cool, en plus, quand tu discutes avec elle, c'était même pas un... Ben voilà, c'est pas un Thénardier, quoi, le gars. Mais cette version-là ne lui convenait pas du tout. Ensuite, elle me parle d'une guerre fratricide avec sa frangine, de quelque chose, d'une violence inouïe. Et je lui dis, pareil, j'ai pas la même sensation. Et je lui demande, je lui dis, mais qui tenait la selle du vélo quand on a enlevé les roulettes? Et là, elle me dit, bah c'est ma sœur. Et là, je vois donc une fois de plus la sœur qui est décriée comme le monstre qui veut éradiquer sa vie. Je la vois, en fait, elle, tenir la selle quand on enlève les roulettes. Et là, je lui dis, c'est pareil. Alors, c'est quoi cet angle de vue? Ah, bah oui, mais bon, depuis... Et en fait, ce qui sortait de là, c'était à quel point elle avait fini par construire son personnage et sa récolte d'énergie autour de tout le monde me veut du mal. Et c'est pas grave, je tiendrai le coup quand même. Lorsque moi, effectivement, j'enlève cette pierre-là, ça devient hyper compliqué de dire, mais alors comment j'ai fonctionné si je suis plus maltraité? Puis surtout, en fait, et c'est elle qui a pris une grosse claque, c'est qu'elle m'a dit, mais en fait, ça fait 30 ans que je convainc des gens qu'ils ont vécu la même chose que moi, alors que, en fait, je ne l'ai pas vécu. Et c'est là, en fait, qu'on comprend quelque chose qui est super important. C'est que on a une peur fondamentale d'oser penser par nous-mêmes. C'est ce que on a déjà vu tout à l'heure quand on parlait par exemple des artistes, qui nous donnaient des occasions d'avoir le droit de penser comme on pense. Mais en fait, elle avait vu la situation d'une manière qui lui était propre et qui lui permettait de récolter énormément d'énergie. Elle avait été maltraitée, rejetée, c'était son moyen de récolter de l'énergie. Ce qui était dingue avec ce système-là, c'est que elle savait, au fond, qu'elle avait tordu la réalité. Elle le sait, elle, en fait, depuis le début. Mais elle s'est mise à oublier qu'elle le savait. Mais elle savait, puisque c'est elle qui avait inventé cet angle de vue un peu tronqué, parce que dans la cour de récré, au début, de dire « Ouais, mon père, vous savez pas ce qu'il a fait, il est venu, il m'a kidnappé », c'était génial. Donc au départ, elle savait parfaitement qu'elle était en train de vendre un truc... tu sais, comme quand t'es enfant et que t'es un peu mytho, mais que bon, t'as toute la cour d'école qui est en train de t'écouter, alors bon, tu vois. Et puis, en fait, ça a glissé, et puis ce point de vue, en fait, il est devenu le sien, il s'est solidifié. Et, elle s'est construite autour de cet angle de vue. Mais ce qui est terrible déjà pour elle là-dedans, c'est de voir qu'elle avait renoncé à sa vie, pour vivre ça. C'était devenu juste renoncer à sa vie. Mais le truc, c'est que, comme au départ, elle savait qu'elle mentait, elle a dû, tout doucement, et c'est ce qu'on fait tous, hein, elle a dû tout doucement faire rentrer des gens dans son camp. Hein, c'est-à-dire que comme on sait en fait que notre point de vue sur la vie est totalement unique, puisqu'on ne fait qu'observer nos lunettes et que la subjectivité n'est pas possible, on remplace l'objectivité par la somme des subjectivités. C'est-à-dire, on demande aux gens de regarder comme nous, et une fois qu'ils regardent comme nous, et qu'on est suffisamment nombreux à regarder la même chose,
du coup, on en décrète qu'on est objectif parce que tout le monde voit ça. Tu vois le jeu? Alors c'est le jeu qu'on observe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on voit quelque chose qui est en fait simplement donc une image de soi revenant vers soi, mais en fait, ayant tellement peur de cette vérité qui nous relâche jamais, on le sait toujours qu'on est en train de s'observer. Au fond, notre système, on le connaît. Et du coup, on demande aux autres de liker, on demande aux autres d'entrer dans notre vision, afin de récolter le plus de gens possible, afin de pouvoir construire notre croisade pour détruire ce qui nous dérange. Tu vois le genre? Donc, elle avait fait que ça. Elle s'était rendue compte, à un moment donné, en fait, que tous les gens qui passaient dans son bureau depuis 30 ans, ce qu'elle faisait avec eux, croyant qu'elle était dans un travail thérapeutique ou d'éducatrice, etc., elle était simplement en train de les faire entrer derrière elle, dans son angle de vue de regarder comme les papas se comportent, regarder comme la vie est, afin en fait de solidifier son point de vue subjectif et les rendre objectifs. Donc aujourd'hui, elle sait parfaitement objectivement que les papas sont des salauds qui abandonnent, kidnappent leurs gosses et les maltraitent. C'est devenu une réalité objective pour elle, parce que partagée par la somme de toutes les subjectivités de tous les gens qu'elle a fait entrer dans son point de vue à travers ce truc de regarder ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, j'observe ça et je suis souvent choqué par la vague de démagogie populiste à laquelle on assiste, qui consiste à désigner un objet et de demander aux gens de s'indigner. Parce qu'en fait, c'est ça le fond. C'est, je vois l'objet, en fait, il déclenche de l'émotionnel chez moi. C'est normal, il a été mis en place par moi et pour moi. C'est une rencontre entre moi et moi. Mais je vais demander aux gens de s'indigner sur mesure. Indignez-vous tous. Oui, vous avez vu un petit peu ce qu'il a fait, vous avez vu ce qu'il pense, vous vous rendez compte ce qu'il... Et ainsi de suite. Et cette demande, en fait, de indignez-vous en cœur, d'une manière complètement démagogique en plus, hein, parce qu'en fait, on fait de l'autre le mal alors qu'il est polarisé. Le bien, le mal et plein de choses complexes. Mais on réduit sa pensée à quelques phrases, on les tourne de manière à ce qu'elles deviennent complètement inacceptables, on le montre du doigt, indignez-vous. Donc on regarde tous la même chose, la somme des subjectivités va aboutir à l'objectivité, et après, en fait, on doit agir, parce que quand même. Et là, t'as compris, en fait, à quoi on joue, globalement. Ça demande un courage extrême que d'oser regarder les choses, sans demander aux autres d'entrer dans notre point de regard, pour que la somme des subjectivités amène à quelque chose d'objectif. C'est en fait pour ça, et ça peut être dérangeant quand je démarre un masterclass, que je dis que je ne prouve pas mon monde et que je ne veux pas qu'on y souscrive. Je veux éventuellement qu'on ajoute ça à son propre point de vue, mais sûrement pas qu'on remplace son point de vue par le mien. L'idée qui est en dessous, en fait, c'est que j'essaye, puisque je suis devant ce phénomène, de renoncer à ce besoin qui va être sûrement compulsif chez moi, de faire entrer des gens dans mon monde pour que nous puissions en croisade ensuite aller éradiquer ceux qui ne ressemblent pas à notre version de l'esprit ou de la vie. Tu vois le genre ? Ça demande un courage de fou que de savoir que ce que je suis en train d'observer me concerne et de rester à cet endroit-là, juste là, tranquille. Et pour revenir à cette femme qui découvre, qui finit par accepter d'entendre cette réalité, c'est le sol qui se dérobe sous ses pieds. Alors, c'est marrant parce que dans le même stage, j'en ai eu deux qui ont vécu des choses un peu similaires autour de cette énergie-là. Il y en a une qui a réagi en faisant une crise d'orgueil. Mais elle ne le sait pas. Hein. Mais d'un seul coup, en fait, son angle de vue a changé et elle a passé donc son temps à essayer de trouver chez moi quelque chose d'incohérent, lui permettant de dire en fait, le gars est incohérent, donc en fait, c'est pas si vrai, donc en fait, attends, non mais, oui, et puis bon, hein, puis bon, hein. Et ça a été son activité. Et en fait, je voyais bien que c'était une question de survie pour elle. Parce que te rendre compte comme ça que ça fait 30 ans que t'es en roue libre sur une vieille histoire regardée de travers ou simplement un truc que t'as vendu dans une cour de récré, c'est vraiment un choc. Et moi, j'essaye pas, en fait, au moment-là, de sortir l'autre de ça. Je sais que l'information est entrée dans le système, c'est même pour ça qu'il y a une crise d'ego, et j'ai pas besoin, en fait, que l'autre, si tu veux, se plie, se range derrière mon point de vue. Une autre s'est rendue compte de ça, m'a regardé, m'a dit
je suis en train de faire un malaise, je crois que je fais un AVC, je crois que je vais mourir. Moi, j'ai vu ce qui était en train de se passer, c'est qu'effectivement, il y a un truc qui était en train de mourir. Je lui ai dit, t'inquiète pas, tout va bien. Est-ce que quelqu'un a un sucre? On lui a donné un sucre. On l'a allongé par terre, comme pour un malaise vagal, simplement. Elle a eu l'impression de rentrer dans le sol et qu'elle allait disparaître et que c'était sa dernière heure. Et puis, au moment où elle a dit, bon, bah tant pis, je meurs là, désolé pour la scène. Je lui ai dit, non, c'est pas grave, tu peux mourir ici, c'est pas dérangeant, on s'en occupera. Je lui ai laissé son droit d'avoir le sentiment de mourir. Et elle est restée comme ça. Elle a essayé de se relever pour dire non, mais bon, je vais pas vous faire chier avec mon sentiment et machin. J'ai senti qu'elle était en mode warrior et je vais pas déranger les gens et tout ça. Je lui ai dit non, 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 c'est bon, tu nous déranges pas, reste allongé tranquille, respire ton truc, tout va bien. Et puis le moment est passé. La vie est revenue, les couleurs avec. Et elle a dit ça y est, je viens de naître, ça y est, ça y est là, je viens de naître, elle arrêtait pas de dire ça. C'est marrant. Pour la même info, en fait, comment, si on est face à quelqu'un qui est prêt à dire ok, moi j'en peux plus de mon personnage, j'en peux plus de regarder la vie comme je la regarde, et je préfère accepter de mourir que de continuer d'avoir la vie que j'ai. Ou en fait, comment des fois, ça se passe autrement. Mais finalement, il y en a une qui l'a vécu de façon brutale, et finalement c'est celle qui meurt, et une qui va se le faire d'une manière plus tranquille. Et c'est celle qui fait une crise d'ego pour survivre dans l'instant, et puis ça mettra le temps que ça prend, tu vois. Bon, après, bon, ça c'est que du jeu, c'est presque... Je te raconte ça pour le show. Je sais pas si ça peut servir à ta question, mais en tout cas, c'est vécu de manière très différente. Mais effectivement, le sol peut se dérober sous leurs pieds. Mais je crois que tu as vécu un truc un peu similaire avec moi, à un moment. Il y a un moment où, effectivement, tu sens que ce sur quoi tu t'es construit était juste un angle de vue. Et quand vraiment tu le regardes, la structure, elle se regarde elle-même. Pour moi, c'est ça, faire un stage. Je fais pas bouger les gens, je fais un miroir grossissant. Et lorsque ta structure énergétique se contemple elle-même, il y a quelque chose qui s'effondre. Ça m'a pris un mois, moi, pour revoir le jour. C'est terrible. Enfin, ça m'a paru terrible. Ouais, j'en suis conscient. Mais tu m'avais demandé l'autorisation. Tu m'avais même prévenu. Oui, je t'avais dit. T'es sûr que tu veux? Tu m'avais dit. Ouais, bien sûr, vas-y. Ouais, c'est ça. Après, je le fais pas en stage. Il y a plein de gens qui ont une demande de warrior comme ça. Hein, tu sais, vas-y, défonce-moi, machin. Mais c'est du gogo spirituel, c'est n'importe quoi. C'était pas ta posture au moment-là, quoi. C'était une vraie rencontre avec toi que tu voulais faire. Pas... Et en fait, ce qui a été très enrichissant aussi, c'est de voir que c'est parti en une seconde. Et c'est fou. Ouais. J'ai compris quelque chose. Enfin, c'est ça. J'ai switché sur un truc. La structure se contemple elle-même et elle a plus besoin d'entretenir sa forme illusoire. Donc quelque chose disparaît quasiment d'une seconde à l'autre, mais presque on aurait du mal à nommer ce qui est parti. Mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est que on ne sait plus. Alors, il faut poser des nouveaux repères. C'est en fait un mois de résistance. Et dès qu'on accepte fin de la résistance, l'information avait toujours été là. En fait. Exactement. Et il m'est arrivé de mettre 1 an à comprendre ce que tu m'avais dit. Oui, c'est fou, mais je connais ce phénomène. Et moi, j'ai mis 25 ans à comprendre ce que mon père m'avait dit. Un jour, d'une manière très informelle, autour de la table du café, où il m'avait regardé avec ses yeux rieurs, et en même temps très sérieux, et il me disait « Franck, et si tu fermais un peu ta gueule ?» J'ai mis 25 ans à comprendre. Et c'est marrant parce que c'est ça que je pense de nos aînés. C'est quand je dis qu'ils ont 25 ans d'avance et qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir un bouquin. 25 ans d'expérience, c'est irremplaçable. Et moi, j'ai mis 25 piges à comprendre ce truc aussi simple que ça. C'est le fameux truc qu'on disait tout à l'heure à propos de l'occasion qu'on a de l'ouvrir, de voler de l'énergie, alors qu'en fait, en la fermant, on se donne une véritable énergie. Ouais.